Donc, ma présentation va porter sur un bilan et aussi les perspectives pour l'économie française et ses principaux partenaires au sein de l'Union européenne. Je voudrais tout de suite préciser 6 points importants. La première, c'est que 2024 a été une année de confusion politique et économique, que ce soit en France ou dans l'Union européenne. Et que cette situation de confusion a eu de sérieuses conséquences en économie. Deuxième point, c'est que depuis le début de 2024, donc depuis un an, la France a été dans une situation politique très particulière. Nous avons eu pas moins de 4 premiers ministres. Madame Elisabeth Borne, jusqu'à la fin du mois de janvier 2024, puis M. Gabriel Attal, puis après les élections anticipées qui ont eu lieu, M. Michel Barnier, et enfin maintenant M. François Bayrou, puisque le gouvernement de M. Michel Barnier a été renversé par l'Assemblée nationale. En fait, c'est une situation qui apparaît même pire que celle que nous connaissions sous la 4e République. Oui, je sais, j'étais pas bien grand quand elle s'est terminée, puisque à l'époque, la durée moyenne d'un gouvernement, c'était 7 mois, et là, nous avons eu à peu près 3 mois par gouvernement. Troisième point, alors pour la France, il est clair que les Jeux olympiques ont apporté une certaine forme de croissance, mais en réalité, la situation s'est rapidement dégradée au 4e trimestre. Et le point important, c'est que la France n'est pas seule dans cette situation. En réalité, on voit que dans de nombreux pays de l'Union européenne, et en particulier en Allemagne, il y a aussi des problèmes politiques extrêmement importants, puisque la coalition allemande a explosé et que les coalitions qui gouvernent en Italie et en Espagne ont l'air assez fragiles et assez instables. Donc, globalement, l'Union européenne n'est pas en bonne situation politique. Elle n'est pas non plus en bonne situation économique, parce que cette situation, qui était jusque-là inconnue, a d'importantes implications pour l'activité économique, que ce soit dans l'Union européenne et dans la France, et les perspectives, évidemment, ne sont pas bonnes. Alors, on le voit tout de suite dans ce graphique, où l'on voit que le PIB de la France, qui s'était relevé, mais de manière assez certaine, depuis la crise de la Covid, est aujourd'hui en stagnation pour le dernier trimestre, et que, chose plus importante, depuis le 4e trimestre de 2023, autrement dit, avant le début de la crise politique, l'investissement a commencé à baisser et que, évidemment, la baisse s'est accélérée durant l'année 2024. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, même si on considère que la reprise économique après la crise de la Covid avait été assez inégale, jusque-là, l'investissement avait aidé à maintenir une croissance relativement significative, au moins jusqu'à la fin de 2023. Et la consommation des ménages, qui est un facteur qui, depuis très longtemps, soutient la croissance économique en France, a été en réalité extrêmement faible depuis la crise de la Covid. Elle a été en partie remplacée par la consommation gouvernementale ou des administrations, hein, ce que l'on appelle en français la consommation des administrations publiques, bien, les fameuses APU, et ça a, d'une certaine manière, compensé cette faiblesse de la consommation des ménages. Mais
le coût a été un déficit budgétaire extrêmement élevé, puisqu'il a atteint 6,1% en 2024 et qu'il sera probablement, une fois que le budget 2025 sera voté, s'il est voté d'ailleurs, il sera à nouveau très haut avec 5,4% de déficit. C'est ce qui est attendu pour 2025. Alors, si on regarde maintenant les différents facteurs de croissance, on voit que la consommation des ménages et la consommation des administrations ont, d'une certaine manière, permis l'une et l'autre de maintenir une certaine croissance, mais que la consommation des ménages a été en fait très faible sur les 3 premiers trimestres de 2024. On n'a pas encore la totalité des données pour le 4e trimestre. Et on voit aussi que l'investissement, la formation brute de capital fixe, la FBCF, elle est négative depuis le 3e trimestre 2023 et que ceci est dû largement aux ménages. Et là, la chute de l'investissement des ménages, elle est évidente depuis le 1er trimestre 2022. Ça a été régulièrement négatif. Par contre, ce que l'on voit, c'est la chute depuis le 1er trimestre 2024, autrement dit le début des incertitudes politiques majeures, de l'investissement des entreprises. Et effectivement, le fait que l'investissement des entreprises ait atteint moins 1,4% au 4e trimestre est un signal de la réaction des entreprises aux incertitudes politiques. En fait, ce qui a permis à l'investissement de ne pas s'écrouler complètement, c'est évidemment l'investissement des administrations publiques qui a été important en 2023, qui s'est maintenu en 2024. Alors, il était surtout très important en 2023 dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Donc, évidemment, on a des problèmes de déficit budgétaire importants. Vous voyez là le déficit budgétaire de 2004 à 2025 et avec les différentes présidences. Bon, vous voyez que sous la 2e présidence de Jacques Chirac, les déficits étaient limités entre 2,5% et 3,5% du PIB. Évidemment, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous avons eu des déficits importants, mais qui étaient liés à la crise des subprimes, la crise de 2008 à 2010. Les déficits de 2009 et de 2010 étaient tout à fait justifiés. Par la suite, le gouvernement Hollande a réussi à réduire un petit peu le déficit budgétaire, mais ne l'a pas ramené. Et ça, c'est une chose importante. Le déficit budgétaire ne revient pas au niveau qu'il avait sous la présidence de Jacques Chirac. C'est le cas au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais nous avons la crise de la Covid-19 et cette crise, évidemment, entraîne des déficits budgétaires très importants pour l'année 2020 et l'année 2021. Et après, et c'est ça qui est important, eh bien, on voit qu'à nouveau, le déficit, bon, il retombe en 2022, mais il repart à la hausse dès 2023 et il atteint un niveau quand même très élevé en 2024 et probablement en 2025. Alors, si on regarde la question de la consommation, il y a plusieurs faits qui sont importants à comprendre. Le premier, c'est que la consommation des ménages a été très faible depuis 2021. Elle a été en partie compensée par la consommation donc des administrations. Et en fait, ceci est malheureusement cohérent
avec un trend depuis 2004, je dirais, d'appauvrissement relatif de la population française. Le taux de pauvreté que nous définissons évidemment comme la partie de la population de la France métropolitaine vivant avec moins de 60% du revenu médian est monté de 12,4% à 14,4%. Alors bien sûr, le secteur public a compensé en partie cette faiblesse de la consommation privée, une première fois avec la crise de la Covid-19, une deuxième fois à partir de 2023, mais si cela a probablement évité à la France d'entrer en récession dès la fin de 2023, cela s'est fait malheureusement à un coût élevé en matière de déficit public. Et nous voyons sur ce graphique le fait que la consommation des ménages est relativement stable depuis en fait depuis l'année 2022. Par contre, on voit que la consommation du secteur public augmente de manière importante. Et alors, ce qui est important aussi, c'est l'écart qui s'est creusé entre la consommation du secteur public et la consommation des ménages. Regardons maintenant l'investissement. Alors, l'investissement, c'est d'abord l'investissement des ménages. Je rappelle que dans le cadre comptable français, l'investissement des ménages, ce sont les achats de logements, les achats d'automobiles. Eh bien, il a atteint son sommet à la fin de 2021. Et puis, il a stagné, voire décliné par la suite. C'est aussi un signal important de l'appauvrissement de la population française. Et là, c'est très lié aux deux chocs exogènes qui ont été connus dans cette période-là, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Les entreprises non financières ont, je dirais, réussi à sortir de la dépression d'investissement que l'on avait connue lors de la crise de la Covid. Elles ont recommencé à faire croître leur investissement jusqu'à la fin de 2013. Et puis, évidemment, les incertitudes politiques ont contribué, mais ce n'est probablement pas la seule raison, à un déclin. Et aujourd'hui, l'investissement est à peu près à son niveau de 2022. Enfin, l'investissement public, qui a augmenté de manière importante au début de cette année, eh bien, ça s'est fait très probablement en connexion avec les Jeux Olympiques. Cela a compensé en partie la chute de l'investissement des ménages et des entreprises, mais seulement en partie. Et on voit là les chiffres. On voit que la chute de l'investissement des ménages, la courbe bleue, est véritablement impressionnante et qu'elle s'accompagne d'une chute de la courbe verte, c'est l'investissement des entreprises. Deuxième point, nous avons je dirais, un ralentissement continu dans la production industrielle. Alors, effectivement, la production industrielle décline en part du PIB depuis maintenant pratiquement 30 ans. Et je rappelle que la part des services dans la formation du PIB est pratiquement en France au même niveau qu'aux États-Unis. C'est un des niveaux les plus importants. Mais ce qui est intéressant, et malheureusement très inquiétant, c'est qu'en volume absolu, la production industrielle, qui avait continué à croître jusqu'à la veille de la crise de 2008, chute depuis, comme si cette crise de 2008-2010 n'avait jamais été surmontée. Et je vais montrer tout de suite le graphique. On voit qu'en volume, la production industrielle, malgré tout, augmente de la fin de 1994 jusqu'à février-mars 2008. Et puis après, évidemment, il y a le choc de la crise, mais qu'elle ne remonte pas
à son niveau de 2008. Il y a le choc de la crise de la Covid, et là non plus, elle ne remonte pas à son niveau d'avant la crise de la Covid. Alors, c'est quand même une question très sérieuse, parce que l'on voit que les différents efforts pour réindustrialiser l'économie, efforts qui ont été régulièrement affirmés par le gouvernement depuis fin 2020 jusqu'à 2022, n'ont pas réussi à avoir des effets notables. Et malheureusement, la France a maintenant une production industrielle résiduelle qui est très centrée sur certains secteurs. Une autre conséquence évidemment importante est le fait que l'investissement industriel a lui aussi baissé rapidement, même plus rapidement que la production, puisque la productivité dans l'industrie a été relativement importante jusqu'en 2021. Et vous savez que là, maintenant, on est dans une situation de stagnation de la productivité industrielle. Or, l'emploi industriel était une des sources principales de hauts salaires, mais aussi de compétences industrielles importantes, et que maintenant, nous sommes confrontés à une pénurie de ces deux facteurs. Alors, cela a eu des effets importants sur les différentes branches de l'industrie française. Le secteur automobile a continué son déclin, et la production, qui avait atteint 3,5 millions de véhicules par an à la fin des années 90, est maintenant plutôt égale entre 1,2 million, 1,4 million de véhicules par an. Alors, bien sûr, chers collègues, pour vous, collègues russes, ça peut sembler important, mais si on compare ça au volume qui était produit il y a 25 à 30 ans, on voit quand même que c'est une division pratiquement par 3 du volume. C'est quelque chose d'extrêmement important. L'industrie aéronautique et celle des autres équipements de transport qui avaient résisté de manière assez nette au déclin des années 1990 à 2010, visiblement ne s'est pas relevé de la crise de la Covid. Et en fait, on voit aussi que les branches de la construction des machines-outils et équipements et l'industrie électronique déclinent depuis cette fois-ci la crise de 2008. Et c'est là encore un point important, on le voit sur ce graphique. Vous voyez qu'en fait, il y a une seule branche qui est à peu près stable, c'est la branche des industries agroalimentaires. Pour le reste, alors on voit évidemment la chute de l'industrie automobile qui aujourd'hui est à son niveau de 1990 en valeur, mais on voit aussi la chute des autres transports et équipements. Et là-dedans, il y a l'aéronautique, évidemment, et on voit aussi l'industrie électronique qui reste très, très, très faible et qui n'arrive pas à retrouver son niveau de 2004-2005. Alors, une des conséquences de cette situation, c'est évidemment un déficit croissant du commerce extérieur, et qui me semble encore plus important que la question du déficit budgétaire. La part du Made in France dans l'offre totale par secteur a effectivement fortement varié de 1965 jusqu'à 2019. C'est en partie le fait que la France est devenue une économie très largement ouverte, mais on voit qu'il s'est détérioré considérablement et régulièrement dans l'industrie. Donc, si une partie de ce phénomène peut être associée avec les processus, en particulier dans l'industrie automobile, de sous-traitance et le commerce intra-industriel, une autre part résulte à l'évidence du processus de désindustrialisation que la France a connu. Enfin,
point important, c'est la détérioration dans l'agriculture. Alors, on va le voir là. Hein. On voit effectivement la courbe rouge qui est celle de l'industrie, qui décline de manière extrêmement importante, au point que désormais, il y a pratiquement 62% des produits qui sont importés. Mais on voit aussi que l'agriculture, qui était traditionnellement un des points forts de l'économie française, décline, et décline de manière très significative depuis la création du marché unique. Et en un sens, on peut dire que la construction européenne a coûté très cher à l'agriculture française. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les branches de production de l'énergie restent à peu de choses près à leur niveau de 1965. Évidemment, il y a des périodes de creux, mais qui sont associées en réalité à des périodes de prix des énergies importées très élevés. Pour le reste, le secteur atomique et le secteur hydraulique continuent de bien fonctionner, ce qui explique que la France, qui n'a pas de ressources en pétrole, en gaz, reste à un niveau relativement modéré de dépendance énergétique. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la balance commerciale est en déficit depuis 2003. C'est intéressant parce que rappelons-nous que l'euro a été introduit en 1999 au niveau des banques, en 2002 au niveau de la population, et comme par hasard, c'est depuis l'introduction de l'euro que ce déficit de la balance commerciale devient de plus en plus important. Autre point, le taux d'utilisation des capacités industrielles. Alors, la France se caractérisait par un taux relativement faible ces dernières années, qui était de l'ordre de 78%. Et ce taux avait d'ailleurs baissé par rapport à la fin des années 1900. Donc, en 1985, ce taux était encore égal ou même légèrement supérieur à 80%. Et ce que l'on constate, c'est que après une période de remontée qui est due en fait à cette espèce de pénurie d'offres qu'il y a eu à la suite de la crise de la Covid. Nous avons par exemple en septembre 2022, nous avons réatteint le taux de 80%. Eh bien depuis, nous déclinons de manière régulière et aujourd'hui, le taux d'utilisation des capacités productives est tombé à 75%, ce qui est évidemment un signe inquiétant. Par ailleurs, les opinions des chefs d'entreprise sur la taille des stocks de produits finis, ces opinions sont en train de s'accroître, ce qui est là aussi un signe de détérioration de la demande. Et évidemment, on voit là que l'impact de cette détérioration, elle est très répartie sur l'ensemble des secteurs. Hein. On voit que après la période où les directeurs d'entreprise considéraient que les stocks étaient trop faibles, hein, qui est d'ailleurs toute la période qui suit la crise de la Covid, eh bien là, on est actuellement avec des taux de stock dans les entreprises qui sont très élevés. Et si on associe à ça les indicateurs du recours au travail temporaire dans l'industrie, on voit que ces indicateurs deviennent à nouveau négatifs et que donc, en réalité, tout converge pour indiquer une détérioration importante dans la situation de l'économie française à la fin de 2024, en dépit d'un léger sursaut de l'activité.
qui a été lié aux Jeux olympiques. Évidemment, dans ce cadre, les perspectives pour la période 2025-2027 sont assez déprimantes. Les premiers indicateurs pour 2025 indiquaient que la croissance devrait rester faible, mais qu'elle pourrait augmenter en 2026 et en 2027, parce que l'on estimait qu'il y aurait une certaine remontée de l'activité chez nos partenaires européens. Et malheureusement, ceci est démenti, et en particulier, les perspectives sur l'emploi deviennent désormais très négatives. On espérait avant que l'emploi se dégraderait jusqu'à la première moitié de 2026 et se réduirait, si vous voulez, le chômage se réduirait après. Ça ne sera visiblement pas le cas. Alors, vous avez là les prévisions qui sont faites par l'INSEE et par la Banque de France. L'année 2024, pour l'instant, les estimations de croissance, c'est de 1,1%. C'est faible, mais c'est mieux que chez nos voisins, il faut le dire, hein, beaucoup mieux qu'en Allemagne et même qu'en Italie. Après, on s'attendait à une baisse de la croissance en 2025, puis à nouveau une hausse en 2026-2027. Mais ces prévisions ont été faites en réalité avant que le gouvernement de Michel Barnier ait été renversé en décembre dernier. Et aujourd'hui, avec le degré atteint par la crise politique en France, le fait que nous n'avons toujours pas de budget, ce qui évidemment pénalise beaucoup les entreprises, eh bien, tout ceci converge vers le fait que l'activité économique est en train de s'arrêter et que le choc sur la croissance pour 2025 pourrait être largement plus important que prévu et que la croissance anticipée pour 2026 et 2027 serait aussi beaucoup plus faible que prévu. Alors c'est intéressant, si on regarde les prévisions qui sont faites par la Banque de France, on voit qu'elle a en décembre déjà dégradé ses prévisions par rapport à septembre 2024. Je signale qu'en décembre, elle ne tient pas compte du renversement du gouvernement de Michel Barnier. En fait, ces estimations sont faites au début du mois de décembre et le renversement du gouvernement de M. Michel Barnier survient à la mi-décembre. Et donc là, on a estimé au CEMI que la croissance pourrait tomber à 0,6% en 2025 et remonter péniblement à 1,1% en 2026. C'est évidemment très loin des estimations antérieures. Alors, en ce qui concerne l'inflation, là, la situation est en apparence un petit peu meilleure, puisque le choc inflationniste de la hausse des prix de l'énergie est en train de disparaître. Mais, et il y a toujours un mais dans cette question, si évidemment cela favorise la hausse des salaires réels, malheureusement, cette hausse des salaires réels ne sera pas très significative en 2025. De plus, les incertitudes politiques poussent les ménages à accroître leur épargne et évidemment, cela aura des conséquences très négatives sur la consommation. Donc, en conclusion, l'économie française souffre de plusieurs problèmes. Alors, il y a d'abord des problèmes qui ne sont pas liés à l'économie, hein. C'est l'instabilité politique et l'incertitude quant à l'avenir, et ceci pèse lourdement sur les décisions prises
au niveau des entreprises et d'une certaine manière empêche les entrepreneurs de planifier des opérations pour le futur, mais il n'y a pas que ces causes exogènes, on a aussi un mouvement négatif qui affecte la consommation des ménages et l'investissement des ménages depuis maintenant, en réalité, plusieurs trimestres, et qui va probablement continuer sur 2025. Nous avons le fait que la désindustrialisation de l'économie française est en train de fragiliser ses fondations et de la rendre de plus en plus vulnérable à une situation politique internationale qui elle-même est instable. Enfin, le fait est que le climat économique extrêmement maussade dans l'Union européenne et parmi les principaux partenaires économiques de la France, comme l'Allemagne et l'Italie, est incontestablement en train d'accroître ce contexte dépressif. Alors, venons-en à la deuxième partie de mon exposé qui va maintenant concerner l'Union européenne et les principaux partenaires de la France. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que la croissance dans l'Union européenne a été lente et que cette croissance est en train d'accumuler un écart important, à la fois par rapport à l'économie américaine, mais aussi par rapport à l'économie chinoise et à celle des pays d'Asie. C'est quand même là quelque chose d'extrêmement significatif. Le deuxième point, c'est que nous avons une hétérogénéité parmi les pays de l'Union européenne qui est en train de se développer. Et le fait est que les poids lourds de l'économie de l'Union européenne, l'Allemagne, la France et l'Italie, sont tous en face de problèmes très sérieux. Enfin, la situation économique et peut-être bien aussi politique de l'Allemagne et de l'Italie devient désormais un véritable problème. Alors, est-ce que l'on peut considérer que l'Union européenne est une zone de dépression? Regardons d'abord ce graphique où l'on voit, alors c'est la part des PIB dans le PIB mondial calculé en parité de pouvoir d'achat. La France, qui était de 2004 à 2010 au-dessus de la part des États-Unis, passe désormais en dessous. Hein, et ça, c'est quand même important, c'est-à-dire que la France a reculé proportionnellement aux États-Unis, mais surtout, l'Union européenne, enfin, pas la France, c'est l'Union européenne, dont la part dans le PIB mondial était supérieure au bloc des pays émergents ou en développement d'Asie, à partir de 2006, elle passe en dessous et on voit que la croissance des pays d'Asie devient de plus en plus importante, puisqu'ils dépassent désormais les 34% du PIB mondial. La Chine, par exemple, représente pratiquement 20%, alors que la production de l'Union européenne, mais aussi celle des États-Unis, est de l'ordre de 15%. Donc, l'Union européenne et les États-Unis, ensemble, sont inférieurs à la part de l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a d'abord une réaction qui n'a pas du tout été adaptée à la crise de la dette parmi les pays du sud de l'Union européenne. Hein. Rappelez-vous ce qu'on appelait les PIGS, donc Portugal, Italie, Grèce, Espagne, qui s'est traduit par une croissance de l'Union européenne significativement plus faible qu'aux États-Unis. On a évidemment les deux chocs exogènes de ces dernières années, hein, le choc de la Covid, mais aussi, surtout, le choc de l'énergie.
qui est entièrement due aux sanctions, il faut bien le dire, ce qui a, d'une certaine manière, accentué la différence entre les États-Unis et l'Union européenne. Effectivement, les nouveaux entrants dans l'Union européenne ont eu un potentiel de croissance important, mais qui n'a pas empêché la part de l'Union européenne dans le PIB mondial de baisser. Et enfin, évidemment, nous avons depuis un an la montée de désordre politique dans plusieurs pays, dont en particulier la France et l'Allemagne. Alors, le point qui pourrait être un petit point d'espoir, c'est le fait que le pourcentage de l'investissement dans l'Union européenne est resté supérieur à celui des États-Unis sur l'ensemble de la période 2004-2024. Alors, on le voit là, et on voit que cet investissement a été ou égal ou même légèrement supérieur. Par exemple, on voit très bien de 2020 à 2023 à celui des États-Unis. Hein, c'est la courbe bleue pour les pays de l'Union européenne et la courbe verte pour les États-Unis. Mais on voit aussi que cet investissement décroît de manière très importante. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est l'écart accumulé désormais par rapport à l'investissement, que ce soit dans le groupe des pays de l'ASEAN, hein, ce qu'on appelle les 5 de l'ASEAN ou l'ASEAN 5, et évidemment par rapport aux pays émergents et en développement d'Asie. Si on regarde maintenant la croissance, on voit des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes. La croissance de pays comme la France, l'Italie, mais aussi l'Allemagne, est restée égale ou inférieure à celle de la moyenne des 27 pays de l'Union européenne. Et puis surtout, enfin, elle est restée moyenne à peu près, avec déjà des phénomènes de baisse jusqu'à la crise de la Covid. Mais après la crise de la Covid, l'écart s'est évidemment fortement ouvert. Et on le voit, il y a 3 pays qui sont largement dessous cette moyenne, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Espagne, qui est le 4e pays en termes de taille économique dans l'Union européenne, a dépassé la moyenne de l'Union européenne en 2023. Pour 2024, je n'ai malheureusement pas encore les chiffres qui ont été prévus par l'Institut de statistique espagnol. Alors, deuxième point dans cette étude générale de l'Union européenne et des partenaires de l'économie française, le cas de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne est en train de devenir le nouvel homme malade de l'Europe, hein? C'est la fameuse formule qui était utilisée pour parler de la Turquie, de l'Empire ottoman, plus précisément, avant la guerre de 1914. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans cette direction. Le premier, c'est la hausse des coûts de l'énergie. Je le rappelle, c'est une conséquence directe des sanctions qui a visiblement porté un coup fatal à l'économie allemande. Si vous prenez le prix de l'énergie non électrique, on est actuellement, par exemple pour le gaz, on est actuellement autour de 53 € ou 54 € par rapport à 1 mégawatt pour l'ensemble de l'Union européenne. Dans l'économie américaine, c'est 16 €. Donc, vous voyez, il y a le prix de l'énergie dans l'Union européenne est plus du triple de celui aux États-Unis. Alors, évidemment, ceci a des conséquences extrêmement importantes
en matière de contraction du secteur industriel allemand, et le fait est qu'une partie de l'industrie allemande, en particulier les grands chimistes, Bayer, etc., mais aussi les métallurgistes allemands, mais aussi, je dirais, la construction automobile, est en train de se poser la question, voire même a déjà tranché sur le fait qu'elle va se délocaliser vers les États-Unis afin de bénéficier de coûts de l'énergie beaucoup plus faibles. Et ces difficultés économiques sont en train de prendre une forme politique. La décision du chancelier allemand de provoquer des élections anticipées, alors c'est une décision qui était liée au fait que les divergences qu'il avait avec le parti écologiste, les Verts allemands, étaient devenues insurmontables, semble ouvrir une fenêtre d'opportunité pour le nouveau parti populiste allemand, l'AfD. Je dois dire qu'il y a un deuxième parti qu'on peut considérer comme populiste ou néo-populiste, qui est une scission de la gauche allemande. Alors ça s'appelle en allemand le Block Wagenknecht, du nom de sa dirigeante. Aujourd'hui, l'AfD apparaît comme le parti ayant le plus d'intention de vote, au-delà même de la démocratie chrétienne et évidemment des socialistes. Et le bloc Wagenknecht a visiblement des intentions de vote importantes au-dessus de la gauche traditionnelle allemande, de la gauche radicale allemande, qui était Die Linke, et commence à se rapprocher des socialistes. Évidemment, les conséquences de cette maladie allemande se répercutent sur l'ensemble de l'Union européenne, principalement, mais pas seulement, sur la question économique. Alors on le voit là, l'Allemagne est en récession depuis 2 années, sur 2023 et 2024. Alors la récession n'est pas importante, moins 0,3%, moins 0,2%, bien, mais elle est quand même assez significative, et en particulier, elle est très importante quand on regarde la production industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est que le produit industriel, le PIB par rapport aux personnes en emploi est en train de baisser. Alors, si on regarde maintenant un petit peu le détail, on voit que dans le secteur manufacturier, la valeur ajoutée a fortement baissé et que globalement, en volume, le secteur manufacturier recule d'environ 5%, je dis bien 5%, sur l'année 2024. Ça concerne évidemment la chimie, les entreprises métallurgiques et mécaniques, etc. Dans le secteur de la construction, il y a aussi une baisse de la valeur ajoutée qui est même plus importante, en particulier parce que les prix de la construction ont effrayé, je dirais, les ménages, et que je dirais l'achèvement des immeubles est en train de s'effondrer parce qu'il y a une forte baisse de la demande. En fait, le seul secteur qui enregistre une croissance positive, même si elle est faible, c'est le secteur des services. Et dans ce secteur des services, néanmoins, on voit qu'il y a des sous-secteurs qui connaissent des baisses relativement sensibles. Donc, le point intéressant, c'est que oui, la croissance allemande a été, d'une certaine manière, maintenue par le secteur des services, mais ceci est en décalage par rapport à l'image traditionnelle que l'on avait de l'économie allemande. Point important, regardons le taux d'utilisation
des capacités productives en Allemagne. Alors, ce taux d'utilisation était traditionnellement de l'ordre de 82%, taux élevé. Bon, alors, évidemment, après la crise de la Covid, on atteint des niveaux très élevés. En 2022, au deuxième, même premier trimestre, puis dans le reste de l'année 2022, on est à 84%, voire légèrement au-dessus. Donc, on est vraiment sur un niveau très élevé. Mais regardez l'importance de la baisse à partir du premier trimestre 2023. Autrement dit, à partir du moment où le choc des sanctions, ou plutôt le choc de l'effet boomerang des sanctions sur les prix de l'énergie commence à se faire sentir, l'Allemagne tombe à 77%. 77% depuis 84%, c'est une baisse de 7 points. C'est tout à fait considérable. Et ça se traduit évidemment dans le PIB. Et on voit là que le PIB de l'Allemagne était négatif. On voit d'ailleurs que la reprise de 2021 n'avait pas été égale à la chute de 2020. Autre point inquiétant, c'est le déclin dans l'investissement. Ça fait désormais 5 années de suite, je dis bien 5 années de suite, que l'investissement baisse en Allemagne. Et ce qui est encore plus important, c'est que l'investissement en machines et équipements a baissé plus que la moyenne de la formation de capital, par exemple dans la construction, baissant de 5,5% sur une année, après l'ajustement, évidemment, avec les effets de prix. En 2024, la croissance du capital fixe a donc globalement baissé, avec cette baisse qui est particulièrement importante, évidemment, dans le secteur de l'industrie, mais aussi dans le secteur de la construction résidentielle, avec cet effet, je dirais, oui, on peut dire un effet d'éviction des ménages en raison de la hausse des prix. Alors, c'est particulièrement important parce que traditionnellement, l'industrie allemande et l'économie allemande avaient un avantage compétitif important dans la qualité de son capital. Et aujourd'hui, on voit que la qualité de ce capital est en train de baisser. Évidemment, ce n'est pas la consommation des ménages qui pourra soutenir la croissance en Allemagne. Même si la consommation des ménages a donné quelques signaux positifs, si on regarde la désagrégation de la consommation des ménages, on voit qu'il s'agit essentiellement, les seuls secteurs qui ont réellement progressé, ça a été le secteur de la santé et le secteur du transport. Alors, le secteur de la santé, ça traduit le vieillissement de la population allemande en réalité, et que les consommations alimentaires ont fortement baissé, de même que les consommations pour les vêtements. Bon, donc, on voit bien que si on fait abstraction des effets du vieillissement de la population, eh bien, la consommation des ménages est très faible. Et donc, d'une certaine manière, nous avons une situation qui est assez largement dégradée. Donc, si on regarde désormais les perspectives de l'Allemagne, si rien ne change, en particulier dans le cas des prix de l'énergie, la croissance en 2005 devrait être très faible. Suivant les estimations, on va de moins 0,2 à plus 0,2%. Et globalement, la croissance totale sur la période 2025-2027 ne devrait pas excéder les 1%. C'est très faible. Le déficit budgétaire, qui pour l'instant est de l'ordre de moins 2,8%, devrait s'accroître légèrement, mais il faut savoir que l'Allemagne
est en train de faire face et va devoir faire face à un effort d'investissement considérable. Cet effort d'investissement est aussi induit par le problème des infrastructures. Et ça, il faut le dire, hein, c'est un héritage de la période de Madame Merkel. Madame Merkel, que l'on a considérée comme une grande dirigeante de l'Allemagne, etc., avait coupé pratiquement tous les investissements d'infrastructures pendant la période où elle était chancelière, pratiquement 10 ans. Or, cela cause des problèmes de renouvellement en masse des infrastructures, les routes, les chemins de fer, les ponts, etc. Et aujourd'hui, une estimation plutôt minimale donne 500 milliards d'euros qui devront être investis de 2025 à 2030, 500 milliards en valeur 2024, hein, donc sans tenir compte de l'inflation. Certains économistes, en particulier ceux de l'Institut de Kiel, hein, vous savez, le fameux Institut de conjoncture de Kiel, estiment même que ça pourrait être 700 voire 750 milliards. Donc, l'Allemagne est à la fois en récession et doit faire face à une dépense considérable pour reconstruire ses infrastructures, ou alors elle devra admettre de voir sa productivité baisser. Et si sa productivité baisse, cela va encore aggraver le phénomène de récession. Enfin, dernier point, la concurrence de l'industrie chinoise devient désormais un véritable facteur d'inquiétude en Allemagne, en particulier dans un contexte où l'investissement dans l'industrie allemande est très faible. Alors, dernier point, l'Italie. L'Italie qui est un pays étonnant, un pays que j'adore. Vous savez que j'ai une partie de ma famille qui vit en Italie, où on voit à la fois des éléments de crise, mais aussi des éléments de résilience. Alors, la croissance de l'Italie ne date pas d'hier. En réalité, elle est très ancienne. Mais ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a eu une certaine forme de dépression ou disons de croissance très faible qui a commencé en 2023, dont on s'attend qu'elle continue en 2025 et qui est due à la fois à la crise énergétique, mais aussi au fait que la croissance en Allemagne et en France devient très faible. La France et l'Allemagne sont traditionnellement deux des marchés les plus importants pour l'économie italienne. Alors, on a quand même ce paradoxe, c'est que dans cette situation de faible croissance, la demande intérieure a été très contrainte, et donc on a eu une amélioration de la balance commerciale. Mais cette amélioration de la balance commerciale n'est pas liée à plus d'exportations, elle est liée en réalité à moins d'importations. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, tout le monde dit, mais c'est merveilleux, l'économie italienne est en train de devenir une grande économie exportatrice. C'est vrai, mais si elle devient une grande économie exportatrice, c'est avant tout parce que sa demande interne a été terriblement limitée. On le voit en particulier sur la question de la formation du capital, hein, de l'investissement, qui est très très largement touché, et on le voit aussi dans le domaine de la consommation des ménages. Donc là, vous voyez les résultats estimés pour 2024 et les résultats prévus pour 2025, qui me semblent relativement faibles. On voit que la demande en importation s'est réduite. Bon, elle devrait réaugmenter un petit peu en 2025, et on voit que les exportations ont en fait assez peu augmenté. Hein. Elles sont restées stagnantes en 2024. Mais comme il y a eu cette forte baisse
des importations, eh bien, ceci a évidemment eu un résultat très positif sur la balance commerciale. Et effectivement, on voit que la demande intérieure va rester très faible. Elle a baissé en 2024. Elle devrait réaugmenter un petit peu en 2025 si on inclut la reconstitution des stocks. Donc, le PIB de l'Italie a cru de 0,5% en 2024, devrait croître de 0,8% en 2008, ce qui, bon, en réalité, veut dire qu'à un niveau inférieur au niveau de l'Union européenne. 2024 a été une année où la demande extérieure, les exportations, ont littéralement sauvé l'économie italienne. Et en 2025, on espère un retour de la demande intérieure, ce qui me semble, personnellement, pour avoir discuté avec pas mal d'économistes italiens, y compris un collègue qui est devenu un député au Parlement italien, Alberto Bagnai. Bon, ce qui me semble malheureusement assez douteux, parce que la consommation privée en Italie, dont on espère qu'elle devrait être dopée par des hausses de salaires réels, malheureusement, ces hausses de salaires réels pourraient très bien aller vers l'épargne des ménages et assez peu vers la consommation. Même si le marché du travail sera un petit peu plus dynamique en 2025 qu'il ne l'a été en 2024. L'investissement est très clairement un problème, en particulier depuis que les mesures qui avaient été prises pendant la Covid-19 ou immédiatement après ont été suspendues. La hausse des investissements a été très faible en 2024, 0,4%, comparé au plus 8,7% en 2023. Et ça, c'est entièrement le produit de la suppression des incitations fiscales dans la construction. Cet effet devrait être encore plus prononcé en 2025 et la croissance de l'investissement, on s'attend à ce qu'elle stagne à 0%. Donc, en un sens, l'Italie est en train de rejoindre la France et l'Allemagne dans une situation de stagnation, voire de baisse de l'investissement. Et tout ceci pourrait pousser l'économie de l'Union européenne, et en particulier l'investissement de l'Union européenne, encore plus bas, à un moment où les États-Unis sont en train de renforcer leur investissement. Ça avait commencé sous la présidence de Joe Biden et ça va visiblement se poursuivre sous la présidence de Donald Trump. Donc, les prévisions pour l'économie italienne ne sont pas bonnes, il faut le dire. Lors du troisième trimestre 2024, le PIB est resté constant et d'une certaine manière, les éléments positifs de consommation et de reconstitution des stocks ont été plus que compensés par une stagnation, voire une baisse de la demande extérieure et des investissements. Du côté de l'offre, le secteur industriel continue de rencontrer des problèmes qui sont liés en fait à des problèmes de prix et des problèmes de compétitivité. Par contre, très clairement, cette contraction dans la sphère manufacturière devrait être en partie compensée par une légère hausse de la construction
et surtout des services. Ce qui est intéressant, c'est de voir je dirais, la contradiction qu'il y a entre les anticipations faites par les entrepreneurs, hein, le Business Confidence Climate, donc la courbe bleue, et les valeurs du PIB. Et donc, on voit là que, bon, ben oui, le PIB augmente légèrement sur 2023 et sur 2024, mais que les anticipations des entrepreneurs sont, elles, très largement négatives. Même chose, si on regarde la consommation réelle des ménages, courbe grise, et la consommation anticipée, disons l'indice de confiance des consommateurs, qui reste, lui encore, sous les zéros, hein, puisque la courbe grise, c'est l'échelle de gauche, la courbe bleue, la courbe grise, c'est l'échelle de droite, et la courbe bleue, c'est l'échelle de gauche. Donc voilà, nous sommes dans une situation qui est à la fois incertaine, incertaine politiquement, incertaine économiquement, sur un fond de croissance très faible, voire de dépression pour les principaux pays européens. Et surtout, le fait est que les perspectives de l'avenir ne sont pas bonnes en raison de l'effondrement de l'investissement, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention très riche et je vous remercie aussi pour votre ponctualité, pour avoir tenu vraiment à votre... Voilà. Et nous avons un peu de temps pour quelques courtes questions de compréhension et nous avons aussi le temps pour le commentaire de notre discutant, professeur Chirov. Et je rappelle qu'à la fin de notre séminaire, on aura la grande discussion où vous allez pouvoir poser toutes les questions. Alors, chers collègues, si vous avez des questions bien précises, je vous invite à... Merci Jacques pour votre intervention très intéressante. J'ai une question très courte, mais liée au sujet. Quand vous dites que sous chancelleuse Merkel, l'infrastructure, ce n'était pas le problème que l'Allemagne seulement. Il y a d'autres pays qui investissent dans l'infrastructure. Quelle est votre impression? C'est quelque chose qui n'est pas aléatoire. Cela serait lié à d'autres processus globaux, peut-être pas seulement économiques, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je pense que l'obsession allemande, alors c'est une obsession qui est partagée par, je dirais, pratiquement tous les camps politiques en Allemagne. L'obsession allemande pour des budgets équilibrés a pu avoir un effet important sur la décision de Mme Merkel de ne pas accorder suffisamment d'investissements pour les infrastructures. Parce qu'on sait que ces investissements en infrastructures, c'est essentiellement l'État. Bon. Et si l'Allemagne avait eu un déficit public, je dirais, de 2,5%, inférieur en fait à la norme européenne, puisqu'on a fixé une norme de déficit à 3%. Mais si elle avait eu un déficit de 2,5%, je dirais, dans les 7-8 ans avant la crise de la Covid, hein, depuis dans les années 2010, eh bien, la situation aurait été bien meilleure. A contrario, la France a toujours malgré tout maintenu un effort d'investissement en infrastructures important, ce qui explique une petite partie du déficit public. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons
pour l'emballement du déficit public ces dernières années, mais le fait est qu'en France, nous n'avons pas ce problème, je dirais, d'un déficit en investissement d'infrastructures qui est en train de se poser à l'Allemagne et qui va, si l'Allemagne veut réellement répondre à cette question, ça va pousser le déficit budgétaire allemand plus proche de 4,5 à 5% dans les années qui viennent que ce qu'il est actuellement. Merci beaucoup, Jacques. Je vois Monsieur le professeur Afanassiev qui voudrait poser une question. Merci Boris, merci beaucoup Jacques pour votre intervention. J'ai deux courtes questions liées sur la France. Tout d'abord, pourquoi un taux de chômage tellement bas? Quelles sont les raisons? Et d'autre part, quelles sont les raisons de croissance inouïe de tout ce qui est robotique, les ordinateurs et la sécurité? Alors, la question du taux de chômage, c'est beaucoup plus une illusion d'optique qu'une réalité. En effet, on avait à la fin du quinquennat de M. François Hollande un taux de chômage très élevé. On était grosso modo autour de 8,5%. Bon. Il y a eu une baisse pendant les premières années d'Emmanuel Macron, une baisse qui a ramené le taux de chômage à 7,2%. Alors bien sûr, quand on passe de 8,6 à 7,2, c'est une baisse importante, mais on reste aujourd'hui avec un des principaux taux de chômage des grands pays industrialisés d'Europe. Notre chômage est supérieur au chômage italien, qui est pourtant très élevé, lui aussi. Donc attention, on a une illusion qui est donnée par les mouvements d'accélération du chômage, d'accélération ou de décélération, mais qui ne correspond pas au mouvement en volume. Et donc, c'est ça qui est un point important. Après, la croissance du secteur de la robotique, c'est une croissance qui est beaucoup trop faible. Par ailleurs, il y a deux choses. D'une part, il y a la prise de conscience par les entreprises françaises du problème de la sécurité informatique. Depuis quelques années, pourquoi? Parce que ces entreprises ont été, pour certaines d'entre elles, soumises à des attaques de pirates informatiques qui ont exigé des rançons importantes. Bon, donc, c'est un secteur qui est actuellement en plein développement, mais ce n'est pas un secteur industriel réellement. C'est un secteur plutôt au niveau des services. Par contre, au niveau, je dirais, de la robotique réelle, les entreprises françaises tendent à remplacer des travailleurs par de la robotique, mais n'augmentent pas leur volume de production. Donc, ceci va, d'une certaine manière, encore accentuer naturellement les problèmes de chômage. Merci Jacques. Je vous invite pour la prochaine question. C'est qui? Alors, moi aussi, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé cette intervention, très profonde, très riche, très intéressante. Et je voudrais dire que le focus global était sur des indicateurs quantitatifs, alors que le progrès est assez souvent déterminé par des évolutions qualitatives. Qui, dans les pays les plus émergés, les plus développés, comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, d'une certaine manière, et quelques autres pays, des pays arabes. Donc,
là, on peut voir ce développement qualitatif. Il y a tout d'abord des grands projets qui sont mis en œuvre, mis en place, et d'autre part, nous avons des innovations importantes, entre autres des innovations qui sont des entreprises d'innovation, des unicornes, comme on dit. Alors, des méga projets, des entreprises unicornes, le niveau de production des produits de haute technologie et leur part dans l'exportation globale. Donc, si on considère tous ces secteurs-là, l'Europe traîne un peu en arrière par rapport aux autres pays que j'ai cités. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, merci beaucoup. Oui, je partage entièrement votre avis et je partage entièrement vos remarques. Il y a un problème en Europe qui est d'ailleurs probablement lié aux structures de financement, sur le fait que beaucoup d'entreprises émergent. Enfin, disons, il y a le problème des startups. Nous avons un flux de startups important, mais ces startups n'arrivent pas à passer au niveau de ce qu'on appelait le unicorn, les licornes, ce qu'on dit en français, on appelle ça les licornes. Bon. C'est le passage du niveau de la startup au niveau de la licorne qui est aujourd'hui très problématique en Europe. Simplement un exemple. Au moment de la crise de la Covid, vous avez eu le grand débat sur les vaccins. Et vous avez naturellement entendu parler du vaccin Pfizer. Ce n'est pas Pfizer qui a fait le vaccin. C'est une start-up allemande. Mais cette start-up allemande n'a pas trouvé les financements pour se développer et pour produire les quantités de vaccins nécessaires en Allemagne, et elle s'est vendue à l'entreprise Pfizer, d'une certaine manière. Et ça, c'est très symptomatique des problèmes de l'économie européenne. Nous n'arrivons pas, en dépit du fait que nous avons des systèmes de financement assez différents. Le système français n'est pas le système allemand, qui lui-même n'est pas le système italien, mais dans l'ensemble, nous n'arrivons pas à permettre à des startups de lever suffisamment de capitaux pour devenir des licornes. Et ça, c'est effectivement un très grand frein, non pas dans la création des innovations, mais dans la diffusion des innovations, ce qui est quand même la question essentielle en économie. Merci. Alors, j'ai une question très courte parce que je vais faire en commentaire en tant que discutant, mais une question simple tout d'abord. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez vu des idées de l'impact qualitatif des événements en Allemagne sur l'économie française? Alors, oui, j'ai eu quelques indications, en particulier en parlant avec les chercheurs de l'Institut Rexecode. C'est un institut qui est très lié à l'association des entrepreneurs français, ce qu'on appelle le MEDEF. Bon. Et ils me disent effectivement que la dégradation de la situation en Allemagne, dégradation économique, mais aussi la dégradation politique, s'est traduite par des contrats de sous-traitance beaucoup plus faibles, voire par la suppression de contrats de sous-traitance, ce qui commence à avoir un effet désormais sur l'industrie française, en particulier dans l'automobile, où les contrats qui ont été repassés dans le deuxième semestre de 2024, ces contrats sont en règle générale
de 20 à 30% inférieur en volume au contrat qui avait été passé en 2023. Donc oui, il y a des indications. Alors ça ne se voit pas encore au niveau des chiffres macroéconomiques, des chiffres agrégés, mais il y a des indications sur le fait que la crise allemande est en train d'avoir des conséquences sur la situation économique française. La question finale de Yulia Zinchenko et après on va cloître cette session de discussion. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, tout à fait. Bonjour Jacques, merci pour votre excellent rapport. Vous avez constaté que la production des machines et d'équipements ne s'est pas récupérée après la crise de 2008-2010. Et vous nous avez aussi montré sur le graphique que la part de la production industrielle française dans la production mondiale est en baisse constante. Comment vous voyez les perspectives de développement de l'industrie de la construction mécanique en France? Et est-il possible de parler du développement de l'industrie dans le cadre du paradigme du développement durable? Ou ce n'est pas actuel? Merci. Alors, deux questions en fait, en une seule. Très clairement, je suis personnellement très pessimiste quant aux évolutions du secteur industriel et en particulier de la construction de machines en France. Pourquoi? Parce que les dirigeants d'entreprise et les propriétaires considèrent les mesures, je dirais, de développement durable, mesures qu'il faut faire, hein, c'est tout à fait évident, mais ils les considèrent comme des contraintes et non pas comme des opportunités, et qu'ils vont probablement délocaliser une partie croissante de leur production vers des pays où la réglementation est beaucoup plus laxiste, en particulier vers les États-Unis. Et ceci, malheureusement, pourrait même toucher des secteurs d'avant-garde qui sont en réalité peu polluants, hein, comme l'industrie aéronautique. Donc ça, c'est un véritable problème, d'autant plus si nous avons des taxes qui sont mises par le gouvernement américain. Et donc, aujourd'hui, je pense que la seule manière d'arrêter ce déclin de l'industrie manufacturière française, ça serait soit de mettre nous aussi des taxes, de manière à dire à nos industriels, bah, si vous délocalisez, vous aurez du mal à re-rentrer sur le marché français, et donc accepter les mesures réglementaires que nous avons prises, soit une autre solution, ça pourrait être une dépréciation massive de la monnaie française, mais ça pose la question de l'euro. Ça pose la question de l'euro. Et en réalité, on voit bien que, logiquement, l'Allemagne est en crise à cause des coûts de l'énergie. Nous sommes, nous aussi, en crise. L'Italie est en crise. La solution nette serait de faire baisser l'euro de 20 à 25% par rapport au dollar. Mais c'est quelque chose qui est absolument impossible à concevoir pour les dirigeants de la Banque centrale européenne. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'euro apparaît comme une contrainte importante par rapport au développement de l'industrie française. Merci. Merci, Alexandre. Chers collègues, cher Jacques, je suis vraiment très heureux que nous nous rencontrons ici encore une fois selon notre
emploi de temps 2 fois par année. On discute les problèmes macroéconomiques, problèmes de structure, finances de l'Union européenne et de Russie. Et je suis très heureux qu'on a ce séminaire. Mais avant que je commence ma présentation, prenons en compte vraiment très sérieusement ce qui a été dit par Jacques. Nous prenons très sérieusement ce qui se passe dans le cadre de l'économie de l'Union européenne. Et aussi, je voudrais prendre le commentaire de notre collègue et ce qui a été dit par Jacques. Dans notre institut, on analyse les caractéristiques qualitatives et quantitatives des économies. Les indicateurs quantitatifs, bien évidemment, qu'on analyse le revenu, et pour la qualité, on a besoin de la qualité de l'économie pour rendre nos économies plus compétitives dans le cadre global et pour analyser les solutions d'investissement, et tout cela influence la situation économique. En ce qui concerne la situation dans l'Union européenne, on peut l'interpréter différemment. Oui, protection de l'économie par relocalisation de la fabrication de l'industrie dans les autres pays et aux États-Unis, c'est pas une solution, parce que la France, l'Italie et l'Allemagne ont besoin de la croissance économique. Ils ont besoin de revenus. Pourquoi? Parce que un des problèmes principaux de l'Union européenne, c'est la nécessité de maintenir le niveau de vie pour la population. Et pour faire ça, la croissance économique devrait être à peu près 2% par an. Si c'est pas le cas, ça veut dire que les revenus ne sont pas suffisants. Et Jacques a dit que oui, il a parlé de taxes pour les entreprises. Oui, on voit que dans cette situation, avec la structure économique de l'Union européenne qu'on voit aujourd'hui, avec cette corporation multinationale qui ont leur siège en France, Italie et en Allemagne, mais maintenant la formation de leurs capitaux sont en dehors de leur pays. Peut-être pour maintenir la croissance, c'est d'augmenter les taxes pour ces entreprises. Et il est difficile de vraiment assurer la réindustrialisation dans l'Union européenne en court terme. C'est quelque chose de fantastique. On ne peut pas vraiment espérer pour cela. Donc, la redistribution des revenus et la redistribution de revenus pour soutenir les couches de population avec le revenu faible, peut-être c'est vraiment une des avenues de développement pour les pays occidentaux. En même temps, il faut prendre en compte l'aide de la part des gouvernements. En quelle mesure, vu la situation politique et économique, est-ce que cette voie est correcte? Parce que, oui, bien évidemment, dans ce cas, on va soutenir les gens avec le moindre revenu. Donc, quelle sera la situation et l'image de l'économie de l'Union européenne dans le futur? Est-ce qu'on va voir la redistribution des revenus? On peut dire que ici, il s'agit de socialisme 2.0, et dans cette construction, Europe va avoir une situation plus faible par rapport aux États-Unis, spécialement dans le cadre de la
qualité de l'économie parce que les avantages des États-Unis sont les innovations technologiques et le leadership technologique qui permet à eux de collecter les revenus global. Oui, bien évidemment, on parle beaucoup de dollars, mais vraiment la base de la force de leur économie, c'est de la puissance de leur économie, c'est le leadership économique. Ils vraiment utilisent et attractent les technologies et les industries des pays différents, de Corée, du Japon, de Grande-Bretagne, vers leur territoire et ils vont augmenter cette influence, cette puissance qu'ils ont. Et ça, c'est bien évidemment un facteur négatif pour le développement de l'Union européenne. Et le problème principal pour l'Union européenne, c'est pas la quantité des hautes technologies et la qualité de croissance. Bon, bien évidemment, la qualité de croissance, c'est important, mais en fait, il faut voir vraiment la base. Le prix d'énergie, les matériaux, dans le cadre de ces aspects de base, on voit déjà la situation plus faible présente avec les économies de l'Union européenne par rapport aux États-Unis. C'est le cas pour la France, pour l'Allemagne, et vraiment c'est un défi très important pour l'Union européenne. Merci Jacques.